Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dramatique, révoltante et inquiétante. Celle de Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, mère de 2 jeunes enfants qui disparaît en 1986 en distribuant des journaux à Pontcharrat, une petite ville sans histoire, ou presque, en Savoie. S'ensuit une enquête que l'on pourrait qualifier de bâclée, un acharnement sans relâche de la famille pour que la lumière soit faite jusqu'à ce que le coupable avoue enfin, 36 ans après, et ne soit pas puni. Un homme pour lequel il existe en plus d'autres faits qui pourraient faire de lui un tueur en série. Je vous donnerai à la fin de ces vidéos toutes les affaires où l'on peut honnêtement se poser la question. C'est juste incroyable. Comment avec autant d'indices cet homme a pu rester libre et restera libre? La famille a pu récupérer un peu de Marie-Thérèse et lui offrir une sépulture. Mais Yves Chatin restera libre. Bienvenue dans Enquête Obscure. Moi, c'est Alex. La famille Bonfanti est une famille d'un milieu modeste, très unie et sans histoire. Thierry Bonfanti, l'époux de Marie-Thérèse, est employé dans une cartonnerie. Ils ont 2 petits-enfants, Erika, 4 ans, Flavian, 6 mois. Ils habitent dans la ville de La Rochette, à 10 minutes de Pontcharrat et à 40 km de Grenoble. Marie-Thérèse, quant à elle, distribue des journaux gratuits pour arrondir les fins de mois du foyer. Le jeudi 22 mai 1986, en fin de journée, Thierry rentre chez lui à La Rochette comme à son habitude. Il est surpris de ne pas trouver son épouse Marie-Thérèse et les enfants, Erika et Flavian, sont toujours chez la voisine. Marie-Thérèse Bonfanti n'est jamais repassée les récupérer comme il était convenu. Le mari, inquiet, part à sa recherche jusqu'à Pontcharrat, où il sait qu'elle livrait les journaux. Et après avoir sillonné la ville, il aperçoit à 16h30 la Peugeot 104 blanche de son épouse, devant une grosse maison près de la gare. La voiture gêne un petit peu le passage, les clés sont sur le tableau de bord, le sac à main de Marie-Thérèse est resté sur le siège passager. Le coffre est grand ouvert. Je veux déplacer la voiture parce qu'elle gêne un peu le passage et je me dis, après, qu'il vaut mieux ne rien toucher car ce n'est pas du tout normal, racontera Thierry Bonfanti. Il monte frapper aux portes dans la grande bâtisse qui comporte plusieurs appartements. Pas de réponse. Il redescend, inquiet, et attend. Quand un homme arrive avec son véhicule et le regarde fixement, avec insistance, Thierry ressent un malaise, mais il restera occupé par la situation anormale avant tout. Sa femme a disparu et tout ce qu'il découvre de la voiture laissée ici, en l'état, est plus qu'inquiétant. Disons-le tout de suite, l'homme en question est Yves Chatin, âgé alors de 21 ans et fils de la propriétaire de la bâtisse. Cet homme a déjà un passé inquiétant. Et pourtant, cela n'avait pas trop intéressé les enquêteurs par ailleurs. Fou d'inquiétude, le mari signale la disparition à la gendarmerie, qui prendront l'affaire au sérieux, bien qu'on ne pourra pas dire qu'ils aient produit des miracles par la suite. Bien au contraire. Et il y a de quoi s'interroger. Vendredi 30 mai, 8 jours après la disparition de Marie-Thérèse, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Lors de l'enquête, un chef de gare et un autre employé de la SNCF témoigneront avoir entendu vers 15h30, 15h35 un long cri de femme qui s'étouffa lentement sur 10 secondes. Ils étaient à environ 400 mètres de la bâtisse d'où provenaient ces cris. 3 suspects seront interrogés. Le mari, ce qui est plutôt normal dans ce cas de disparition, c'est toujours le premier suspecté, est longuement interrogé et de manière plutôt musclée. Il est relâché bien sûr. Un autre homme qui devait réceptionner les journaux est également interrogé. Mais il n'était pas là à ce moment-là. Il était dans une maternité éloignée de Pontcharrat où sa femme devait accoucher. Et enfin, Yves Chatin. Un interrogatoire tranquille, un alibi flou, des contradictions dans les horaires, un passé trouble. Il n'est pas apprécié dans Pontcharrat, car il est connu pour son agressivité. Déjà, à l'école, il était violent et entourait les coups avec son bras. La question de son rôle dans le décès de sa grand-mère s'est également posée. Il était le dernier à lui avoir rendu visite
et elle est décédée le gaz ouvert. En 1979, alors qu'il n'avait que 14 ans, il a tenté de s'en prendre à une jeune femme en vélo. Il l'a frappée avec un bâton. Et 1 an avant la disparition de Marie-Thérèse, à 19 ans, il a poursuivi une automobiliste, l'obligeant à s'arrêter, puis il a essayé de l'étrangler fortement. Elle réussira à lui faire prendre la fuite en criant. Il dira qu'il avait les nerfs en boule et qu'il avait besoin de frapper quelqu'un pour se défouler. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Et malgré ces 2 agressions de femmes connues, la voiture de Marie-Thérèse devant sa maison, il sera relâché sans plus de questions. C'est incompréhensible. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'une autre affaire criminelle complètement inconnue des habitants de Pontcharra, par discrétion des enquêteurs supposons, avait mis en cause Yves Chatin. Mais nous verrons à la fin de cette vidéo qu'il y a plusieurs affaires où l'on retrouve Yves Chatin. La famille par la suite a organisé une grande battue. Tout le monde a participé, tous les locataires de la bâtisse, mais pas Yves Chatin, indifférent. La famille se bat, persuadée de la culpabilité d'Yves Chatin. La maman de Marie-Thérèse, Thérèse Saya, hurle sous les fenêtres de la bâtisse en lui demandant qu'il lui rende sa fille. Mais le lundi 2 novembre 1987, 1 an et demi après la disparition de Marie-Thérèse, le juge d'instruction délivra un non-lieu. La famille subira un second choc, mais ne cessera de se battre et de croire en la culpabilité d'Yves Chatin. D'autant plus quand ils auront pris connaissance de la disparition de l'autre jeune fille, 1 an plus tôt, Marie-Ange Billou, en 1985. Je reviendrai sur cette histoire à la fin de la vidéo. La maman de Marie-Thérèse Bonfanti, Thérèse Saya, et la maman de Marie-Ange Billou, Janine Gonnet, manifesteront devant la bâtisse Chatin pour tenter d'empêcher sa destruction. La bâtisse est vouée à être rasée pour faire place à une zone commerciale. Elles sont certaines qu'il y a des indices, elles veulent que la maison soit fouillée. Mais en 91, la maison sera détruite et sera plus tard remplacée par un McDo. Les années passent. Thérèse Saya est décédée. La famille continue le combat. Thierry Bonfanti, Eugène Saya, le frère de Marie-Thérèse, et la RPD se replongent en 2019 dans le dossier et rédigent un rapport de 30 pages pointant des liens étranges entre les affaires similaires et Yves Chatin. Un rapport qu'ils envoient au procureur de Grenoble, Éric Vaillant. Et contre toute attente, le procureur va transférer le dossier à la gendarmerie, sans regarder la prescription. Et 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse, l'enquête est réouverte. Après 2 ans de vérification, le 8 mai 2022, Yves Chatin est interpellé et placé en garde à vue. Il est alors âgé de 56 ans et habite à 18 km de Pontcharra. Il est chauffeur routier, a vieilli, a pris un peu de poids. Il passera aux aveux après plusieurs heures. Il reconnaît avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti ce 22 mai 1986. Il s'est disputé car la voiture gênait le passage. Le ton est monté, il y a eu des insultes. Marie-Thérèse aurait suivi Yves Chatin pour lui demander des excuses. Il l'aurait alors saisi par le cou, il l'a serré, il l'a étranglé, il l'a tué. Il a ensuite chargé le corps dans le coffre de sa voiture et enterré ou jeté dans un ravin, dans un coin de la campagne à quelques kilomètres de Pontcharra. Il dit qu'il ne voulait pas la tuer. Il a serré longuement jusqu'à ce qu'elle décède, mais il ne voulait pas la tuer. Il sera mis en examen pour homicide volontaire le mercredi 26 octobre 2022. 5 mois après les aveux, les enquêteurs exhument les restes d'un crâne et quelques bouts de tissu à la Buissière, à 6 km de Pontcharra. Il est impossible bien évidemment de savoir si Marie-Thérèse a uniquement été étranglée. Le mari et la famille sont soulagés. Thierry Bonfanti dira « Après la disparition de Marie-Thérèse, c'est comme si j'avais passé 36 ans en prison. Et aujourd'hui, je sors de cette prison. »
et l'avocat d'Yves Chatin a demandé sa libération, rappelant le droit français. Il y a prescription. La famille estime qu'il y a eu dissimulation du meurtre et que donc la prescription commence à partir des aveux et de la découverte du corps. Ils mèneront une dernière bataille. Et malheureusement, le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti est bien prescrit. Cette décision a été annoncée ce vendredi 16 janvier 2026 par la Cour de cassation. Le meurtrier Yves Chatin, qui avait avoué en 2022 avoir étranglé la victime en Isère, en 86, ne sera donc pas poursuivi. Quand on pense que tous savaient dès le début que c'était lui, il a vécu 36 ans tranquillement et aujourd'hui, il ne sera pas puni. C'est juste révoltant. Ce qui peut un peu consoler, c'est au moins de savoir. Mais que penser de cette justice à prescription pour des affaires de meurtre ? Il faut savoir que Yves Chatin s'est montré arrogant, sûr de lui. Il n'a manifesté aucun remords. Il a déclaré qu'il ne méritait pas la prison, qu'il serait plus utile dehors. Il a certainement avoué le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti en ayant connaissance de la prescription. Et sachez également qu'il a poursuivi Jeannine Gonnet de son temps, la maman de Marie-Ange, pour diffamation. Elle a été contrainte de lui verser des dommages et intérêts. La sœur de Marie-Ange témoignera. Ma maman a été mise à l'écart par la population de Pontcharrat, jugée comme folle. Mais qui est Marie-Ange Billou ? Que lui est-il arrivé ? Eh bien, c'est une autre affaire qui nous amène à nous poser la question. Yves Chatin est-il un tueur en série ? Un an avant la disparition de Marie-Thérèse, le 9 mai 1985, Marie-Ange Billou, alors âgée de 19 ans, disparaît alors qu'elle s'apprête à quitter Pontcharrat pour se rendre à Chambéry en autostop. C'était à quelques mètres, encore une fois, de la bâtisse Chatin. Mais ce n'est pas fini. 4 ans auparavant, en 1981, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, est étranglée avec un fil électrique lors de sa balade habituelle après sa pause déjeuner et est retrouvée au bord de la voie ferrée, à 200 mètres de la bâtisse Chatin, quelques jours plus tard. Yves Chatin a été interrogé. Il mange avec sa mère, il ne sera pas inquiété. Le meurtre de Liliane Chevènement ne sera jamais résolu. Donc, nous avons un triangle de 400 mètres de côté, avec 3 femmes disparues ou tuées, et la maison d'Yves Chatin au milieu. Vous en pensez quoi ? Je serais curieuse d'avoir vos avis. Aujourd'hui, la famille se pose une autre question. Pourrait-il avoir un lien avec la tuerie de Chevaline ? Les enquêteurs ont longtemps pensé que Sylvain Mollier, 45 ans, qui arrivait à vélo sur le parking du Martinet, était la cible principale, du fait d'un parcours connu. Puis, récemment, ils ont pensé à la probabilité d'un tueur fou sans mobile apparent, peut-être de Suisse. Mais alors, quand on sait que l'on a découvert des armes anciennes en détention illégale au domicile d'Yves Chatin, que l'arme utilisée est un pistolet automatique Parabellum Luger de calibre 7,65, j'espère qu'on le dit comme ça, une arme ancienne, que le drame a eu lieu à 1 heure du domicile d'Yves Chatin, que celui-ci peut tuer pour se défouler d'une contrariété ou être très facilement agacé par un cycliste sur la route, il n'est pas effectivement inintéressant de se poser la question. Bien évidemment, Yves Chatin est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce sont de simples hypothèses. Mais concernant Marie-Ange et Liliane, je me pose sérieusement la question. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, merci de m'encourager en likant et en partageant. Et je vous dis à bientôt.